Je suis né à Trois-Rivières en 1922. Mes parents étaient québécois, évidemment, et j'ai fait mes études dans l'arrondissement à Trois-Rivières et au Mont-Saint-Louis à Montréal. Je suis allé à l'Université de Laval, à Québec, pour 2 ans, en sciences et en biologie, au conseil d'un de mes professeurs là-bas, le docteur Vandal. Je suis allé à l'Université de Cornell pour faire l'architecture de paysage. Je me suis inscrit pour faire un bac, mais un bac en architecture de paysage, et ensuite une maîtrise en architecture de paysage. Après quoi, j'ai pris une maîtrise en urbanisme. J'ai gagné un concours organisé par le gouvernement hollandais pour un stage d'1 an en Hollande. À cette époque, j'avais entendu parler énormément de la Hollande, de son système de planification, qui était national, régional, provincial, en fait, de A à Z, du bas en haut. Donc c'était pour moi une révélation et un rêve que je caressais, mais je ne pensais pas pouvoir réaliser. De là, je suis revenu à Trois-Rivières. J'ai cherché à trouver un emploi, soit comme architecte paysagiste ou urbaniste. Inutile de chercher. Heureusement, mes parents avaient un grand sous-sol éclairé. Je me suis logé là pour commencer une pratique sans avoir de contrat, sans avoir d'engagement quelconque, de revenus pour faire vivre ma famille. Grâce à la Société centrale, la Société canadienne d'hypothèques et de logement, qui à l'époque a commencé à exiger que les villes fassent préparer des plans d'urbanisme pour garantir des hypothèques sur les maisons. Et de là, les villes vont commencer à demander aux développeurs de faire des plans de lotissement par un urbaniste. Ça a été la façon pour moi de survivre. Mon premier contrat d'urbaniste a été Lac-Mégantic, loin dans les cantons de l'Est, une petite ville sur le bord de la frontière avec le Vermont et le New Hampshire. C'était pour moi surprenant de trouver là une population aussi éveillée, qui a compris, loin des autres, loin des centres d'influence ou politiquement avancés de la province, de trouver là une population qui était vraiment préparée, qui demandait à avoir des conseils d'un urbaniste pour le développement ordonné de leur ville. C'était gratifiant de travailler pour eux. Avec Jean-Claude Lahaye, dont vous avez entendu parler, on a discuté de la formation de l'Institut d'école d'urbanisme, autant que possible à Montréal. Et finalement, de concert avec lui, j'ai fondé l'Institut d'urbanisme de l'Université de Montréal. Je suis devenu le premier directeur et secrétaire de l'Institut. J'ai été président de la CPUQ, la Corporation des urbanistes professionnels du Québec, et pendant 2 fois. Et il faut mentionner ça parce que c'est une époque bizarre, les années 60 au Québec. En tout cas, dans le milieu où ça se passait. Figurez-vous que même parmi les professeurs de l'école, il y en a qui étaient contre les professions. L'uniformité sociale, pas de distinction. Pas de distinction entre les classes, les individus, contre la richesse et puis forcément l'embourgeoisement. Et les urbanistes étaient considérés comme étant au service des bourgeois. Et conséquemment, même à l'école, parmi les professeurs, il y en avait qui étaient radicalement opposés à la profession. Mais à un moment donné, j'étais plus d'accord avec
la philosophie de l'enseignement de l'urbanisme. Donc j'ai démissionné et Peter Jacob, qui était à ce moment-là le directeur de l'école, a consenti à m'engager comme enseignant en architecture de paysage. Ce qui m'a énormément plu parce que j'ai trouvé là une collégialité exemplaire. Des individus comme en fait, Daniel Rotabot, Peter Jacob, Ron Williams, Fred Omichen, Bernard Lafargue, en tout cas, et puis Irène Saint-Mars. J'étais en relation avec Warner Gauchon, qui était directeur du service d'architecture de paysage des parcs pour la ville de Montréal. D'où la quantité de bonhommes qui ont souscrit à la fondation de l'association. Lui, c'est un Américain, il parlait que l'anglais, juif d'origine, mais désireux de faire avancer la profession. C'est lui qui a formé, en définitive, une grosse partie des membres de l'équipe du service des parcs de la ville de Montréal. Avec lui, on a préparé l'association, l'accréditation de l'Association des architectes paysagistes du Québec. J'ai été consultant auprès de la Commission de la capitale nationale à Ottawa pendant au moins 10 ans, tant sur le comité d'architecture de paysage, d'urbanisme et des biens immobiliers. Il y avait des problèmes importants qui se posaient dans l'aménagement de la capitale. Et j'étais heureux de participer à ça et aussi d'en faire part aux étudiants sous toutes sortes de formes. Je vais vous parler de Guy Desbarats. C'est lui qui m'a engagé vers les années 1956-57 comme enseignant d'architecture de paysage à l'école d'architecture qui était sur la rue Saint-Urbain et qui relevait du secrétariat d'État, pas de l'Université de Montréal. C'était une école indépendante, comme l'école des Beaux-Arts d'ailleurs, qui était à voisin. Guy Desbarats n'a pas fait que ça, que m'engager là. C'est lui qui a été l'instigateur du programme d'enseignement d'architecture de paysage à l'école d'architecture, qui était devenue à ce moment-là l'école d'architecture de l'Université de Montréal. Il est devenu doyen de l'école d'architecture et conséquemment doyen de l'enseignement, qui était un programme dans le temps, pas une école. C'est lui également qui a soudé dans une même faculté, la faculté de l'aménagement, l'Institut d'urbanisme, l'école d'architecture de paysage et le design industriel. C'est un grand bonhomme dans l'histoire de l'architecture de paysage. Il a contribué à créer la profession. C'est énorme quand on pense qu'un architecte crée l'école d'architecture de paysage et ramène sous le même toit l'urbanisme, l'architecture de paysage, le design industriel. Il fallait avoir grand. J'ai pris ma retraite en 1987. Là, je suis venu comme un ivrogne dans une brasserie. C'est-à-dire? J'avais du terrain, amplement. Je me suis mis à cultiver des jardins. J'avais entre 3 planches de 50%, de 20% et de 15%, où je cultivais des fleurs. Je me défoulais, ce que je n'avais pas pu faire pendant ma profession, mon enseignement. J'avais une passion, cultiver des plantes alpines. D'accord. Ouais. Et de mettre sous la neige pour leur éclosion au printemps. Sous la neige, 50, 60 variétés de plantes alpines.
dont j'étais enthousiaste. Et ces plantes-là, je les cultivais dans mes jardins et j'en distribuais aux gens de la Société d'horticulture de la région. Et l'hiver, comme je ne pouvais pas travailler dans mes jardins, j'écrivais. Et la pile que vous voyez là, en blanc, là, c'est des écrits de mes périodes d'hiver au lac Blanc. Et un document, surtout celui qui est à votre côté, les jardins, du haut et les jardins du bas, le Cap à l'Aigle, où je fais une narration des jardins de 80. D'abord, j'étais ami intime avec Frank Cabot, le propriétaire. Et de fil en aiguille, de fil en aiguille, j'ai produit un jardin en hommage aux Cabot, des grands jardiniers. Et j'en parle là-dedans. Ce projet-là a été réalisé par Frank Cabot lui-même. Et ça, j'en suis très fier. Et ça, je parle de cette période-là en même temps en faisant le parallèle entre les jardins du bas, qui étaient pour la population, et surtout les jardins d'une femme qui a découvert la beauté des jardins qui avait été laissée là par un riche propriétaire bourgeois de Boston. Et elle est tombée amoureuse de ce jardin-là, sans connaître les plantes, mais qu'elle découvrait. Et on collaborait, on parlait ensemble de ce jardin-là, mais qui avait une passion, laisser ce jardin-là à une de ses descendantes. Et je raconte comment ça s'est passé. Je raconte aussi comment cette femme-là a rencontré Frank Cabot. Si j'avais un conseil à donner aux jeunes architectes paysagistes, de poursuivre leur profession. C'est une profession en pleine expansion, en explosion, je dirais. Et il y a de la place pour les créateurs, de la place pour les amoureux de l'art, de la beauté. Et il faudrait persister pour faire sa place et contribuer.